Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bienvenue sur la saison 4 de Veto Micro, le podcast numéro 1 de la profession veto. Parce qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire, nous donnons la parole à celles et ceux qui font vivre nos métiers au quotidien. En nous partageant leur parcours professionnel, ils interrogent leurs choix, leurs ambitions et leurs doutes. Au travers de leurs histoires et de leur rapport au vivant, ils questionnent aussi l'avenir de notre profession. Nous sommes Colline, Annabelle, Sophie et Marine, 4 vétérinaires multicasquettes, et chaque semaine, nous vous emmenons à la rencontre de consoeurs et confrères aux parcours multiples, inspirants et parfois inattendus. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Laura Gégou. Salut Laura, bienvenue dans Veto Micro. Salut Marine, ça va ? Ça va, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Laura, tu es une jeune diplômée, sortie de Toulouse en 2021 et tu exerces aujourd'hui en Bretagne comme vétérinaire spécialisée en production porcine au sein du groupe Chêne Vert. Alors, je vais pas trop spoiler l'épisode, mais je crois qu'on peut dire que ton orientation n'est pas le fruit du hasard, puisque j'ai parcouru ton LinkedIn et j'ai compté pas moins de 8 fois le mot porcine dans tes stages ou postes sur 11 expériences au total. Donc, je pense que ça en dit long sur la conviction derrière ce choix que tu as fait. Alors, ce qui te caractérise en plus de cette passion pour une espèce et une filière, c'est ton envie de transmettre et de partager. Tu m'as confié que pour toi, le partage est un moteur d'enrichissement mutuel et c'est pour ça que je suis ravie de t'avoir à mon micro pour permettre à nos consoeurs et confrères de découvrir à travers ton regard cette spécialité et la manière dont elle t'anime au quotidien. Dans cet épisode, on va donc parler filière porcine, production animale, passion pour le métier, transmission, peut-être aussi plongée, puisque tu m'as glissé que cette activité avait une place importante dans ta vie. Voilà pour ce contexte qui permettra à nos auditeurs et auditrices de se projeter sur la thématique de l'épisode. Mais toi, si tu devais te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais ? Alors, quand tu dis en effet, c'est pas le fruit du hasard, alors oui et non. D'accord. Parce que quand même, en rentrant à l'école, j'étais pas du tout prédestinée à ça en fait. D'accord, ok. Je suis arrivée à l'école où vraiment j'ai trouvé ma voie et puis en effet, ma dernière année spécialisée en production porcine et donc tous les stages que tu as trouvés en effet sur LinkedIn, quoi. Et alors, pourquoi tu es rentrée à l'école initialement ? Initialement, voilà, en fait, c'est un peu un rêve d'enfant, de vouloir être veto. Alors la petite particularité, c'est que je voulais être veto, depuis toute petite. J'ai commencé avec le stage de 3e au collège, le stage découverte, où j'ai pu faire un stage chez le veto de mon village, quoi, en canine. Puis là, ça a été génial. Je voulais retourner chez lui à chaque vacances, donc c'est ce que j'ai fait. À tel point que même il m'a formée quand j'étais au lycée. Donc, je faisais déjà des chirurgies quand j'étais au lycée, chirurgie de convenance, des petits retraits de tumeurs, des œdématomes. Bon, c'était peut-être pas le bon truc à faire, mais en tout cas, voilà, c'était quand même bien sympa, ce qui fait que en fait, en arrivant à l'école veto, si tu veux, j'avais déjà une place chez lui, quoi. Donc, en fait, mon avenir était déjà presque tout tracé, ce qui était assez incroyable. Puis au final, voilà, à l'école veto, il y a eu quelques changements. Donc, j'ai fait une prépa. Comme pas mal de monde gérait mon époque. Et puis en fait, arrivée à l'école, je me suis dit voilà, j'étais tellement focus en prépa sur veto que je vais m'élargir un peu les champs, découvrir un petit peu tout. Même si arrivée à l'école, je voulais absolument faire de la chirurgie canine. Donc pour moi, c'était l'école, l'internat, le résidentat. Il y avait pas d'autre parcours tracé quand même. Puis en fait, en 3e année, on devait faire un stage en rural. Alors en première année, on avait déjà fait un. Oui, il y avait un stage obligatoire. Ouais. Puis en fait, c'était sympa, mais je savais que je voulais pas faire ça. Donc ça, pour le coup, j'avais rayé de la liste la bovine. Et là, je me suis dit, encore un stage en bovine. Comment je peux l'éviter, quoi ? J'avais été déjà un peu filoute en essayant de trouver une voie un peu sur le côté. Puis on m'a dit, écoute, tu peux peut-être partir en porc ou en volaille, découvrir autre chose. Donc, je me suis dit, pourquoi pas à la ferme, dès qu'on visitait une ferme quand j'étais gamine, il fallait aller voir le petit cochon parce que je trouvais ça trop mignon. Je disais à mes parents, voir un petit cochon plus tard. Enfin, c'était quand même déjà assez porté dessus. Finalement, je me suis dit, pourquoi pas faire un stage du coup en production porcine. Et là, ça a été le coup de foudre en fait. C'est fou. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Ce qui t'a plu là-dedans ? En fait, je dirais c'est le plus gros point, c'est la frustration. En fait, en canine, j'ai vu que je faisais pas mal de stages, tout ça. Je voyais des fois des gens qui venaient,
docteur, il faut sauver mon animal à tout prix. Oui, mais c'est quoi le prix? Le prix c'est 100 €. Ah bon, du coup on va peut-être pas pouvoir tout faire. Et d'avoir comme ça, notamment moi j'ai reçu un chat qui avait un SUF quoi. Puis pareil, docteur, vous êtes passionné, il faut sauver mon chat à tout prix. Oui, oui, mais pareil, voilà le prix 100 €. Bon finalement le chat, on a dû faire ce qu'on pouvait, puis on l'a renvoyé chez lui. Le chat est mort quoi. Et là je me suis dit mince, j'aurais pu sauver ce chat. Mais en fait, les moyens financiers ont manqué, donc voilà quoi. En fait, cette restriction financière liée au fait que les gens ont un budget, c'est quelque chose qui a été difficile à gérer pour toi, en fait. Alors la restriction financière, la restriction de temps, parce que pareil, quand tu reçois, moi j'ai toujours eu de la chance quand même dans mes stages en canine, même si chez le veto de mon village, mais j'en ai fait aussi ailleurs. Je suis tombée sur 2 superbes cliniques qui faisaient des rendez-vous d'une demi-heure, qui prenaient aussi du temps pour moi. Enfin vraiment, je suis tombée sur des vétos en or. Mais voilà, une demi-heure pour moi des fois, surtout quand tu débutes, c'est court quoi. Donc tu te dis ouais mais j'aurais pu faire ça, puis tu renvoies l'animal. Ah mais oui, mais attends, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu pareil. Alors peut-être que ça a changé aussi depuis, mais j'ai souvenir que par exemple tout ce qui était otite etc. Tu mettais un antibio, tu laissais le chien partir, ça allait pas, il revenait, t'en mettais un deuxième. Et en fait, au bout du troisième, tu te dis oh je vais peut-être faire un antibiogramme. Donc en fait, il y avait aussi une perte de temps, parce qu'on n'avait pas le temps aussi de faire un antibiogramme dès le départ, parce que et en fait, c'est une frustration, oui, de temps et de moyens que je me suis dit mince, j'ai tellement de choses à faire, tellement d'idées que en fait, je vais pas pouvoir. J'ai pas envie d'être restreinte, quoi. Ouais, voilà. Et en port, ça, la restriction n'existe, elle existe quasiment pas, on va dire, parce que. Est-ce que tu peux expliquer, parce que c'est pas si intuitif que ça, parce qu'on est sur un animal de rente, donc qui dit rente dit il faut équilibrer ce qu'on dépense par rapport à ce que ça au prix de revient, quoi. Ouais, tout à fait. Mais en fait, la différence, si tu veux, c'est que déjà en termes de temps, les visites, c'est moi qui suis maître de mon emploi du temps. Donc ça, c'est quand même assez confortable. Tu vois, si j'arrive à t'accorder 2 heures aujourd'hui, c'est parce que en fait, j'ai pu prendre sur mon planning et que en fait, j'ai mis mes rendez-vous en fonction. Donc déjà, c'est quand même très confortable. Et en fait, si j'ai des cas compliqués, je peux faire durer la visite 4 heures. Et en fait, pendant 4 heures, on va être avec l'éleveur dans l'élevage. Donc pendant 4 heures, je vais pouvoir réfléchir. Quand je rentre après au bureau pour faire mon compte rendu, si j'envoie mon compte rendu le lendemain ou dans une semaine, c'est pas grave en fait. L'éleveur va pas me dire il faut absolument le compte rendu pour le jour J. Non, donc ça me laisse le temps aussi de réfléchir pour pouvoir vraiment proposer quelque chose de constructif et qui va vraiment aider l'éleveur. Donc ça te nourrit intellectuellement. Ah oui. Ah ouais, ça aussi c'est quelque chose qui pour moi est essentiel en fait, c'est de pouvoir sans arrêt en fait en vétoport t'es embauché pour ton cerveau et pas pour tes mains quoi, quasiment. Ouais. Mais là, tu nous dis ça avec le recul de quelques années que tu as. Et est-ce que vraiment, quand tu fais ce premier stage, tu te rends compte de tout ça? Alors, pas autant, mais je m'en rends compte quand même parce que justement, je voyais les vétérinaires des fois qui me disaient on n'a pas de visite pour toi parce qu'on est au bureau en train de faire les comptes rendus, tout ça. Et ils m'envoyaient derrière les comptes rendus des visites. Et donc, je voyais ce qui se passait entre la visite et les conseils qu'ils prodiguaient. Et des fois, je voyais qu'en effet, il y avait quelques différences, il y avait parfois beaucoup plus de rajouts, etc. Et déjà en discutant avec eux, je vois quand même un petit peu cette partie-là, même si j'en ai pas autant conscience qu'aujourd'hui. Et sur la partie financière, alors je suis d'accord avec toi, c'est des animaux de rente, sauf que en fait, justement, on a tellement d'animaux qu'il faut pas que tu te loupes dans le diagnostic. Donc, s'il faut que tu fasses 40 analyses, oui, d'accord. Normalement, alors moi, parce qu'il faut éviter une contamination et du coup des pertes importantes. Exactement. Et en fait, nous, le but, c'est pas on va soigner la pathologie en question, mais nous, le but principal, c'est de faire en sorte qu'elle ne revienne plus, cette pathologie-là. Oui, d'accord. Et donc, en fait, l'éleveur est prêt à payer des analyses pour pouvoir justement dire, attends, c'est cette pathologie qui est présente, on en est certain, on a fait l'antibiogramme, tout ça, donc je sais que ce traitement fonctionne, et maintenant, je sais que pour l'éviter, il faut faire ci, ça, etc., quoi. Donc, en fait, c'est, aujourd'hui, tu vois, en 4 ans de carrière, moi, j'en ai un qui m'a refusé une analyse. Et j'étais tellement frustrée que ma boîte m'a dit, mais c'est pas grave, Laura, lance-la. On la prend en charge, ouais, d'accord. Donc, en fait, donc, si tu veux, alors c'est vrai que pareil, quand j'étais en stage, je me suis pas rendu compte de
tout ça, mais bon, j'ai bien vu que les analyses, des fois, il y avait une batterie d'analyses pour un élevage. Je me disais, mais attends, tu viens de faire 10 prises de sang, 10 mucus, 40 matchs. Ah ouais, non, mais il faut qu'on soit sûr du truc, il faut qu'on puisse dater exactement pour savoir à quel moment elle se contamine, pour savoir exactement à quel moment on met le vaccin en place, etc. Pareil, si on veut mettre un vaccin en place, il faut qu'on sache exactement à quel moment le placer. Et on va pas faire des essais-erreurs en disant, bon, on va essayer de me mettre là, puis on voit ce que ça donne après. On n'a pas le droit à l'erreur, en fait. En fait, tout le temps que tu perds, c'est du temps où financièrement, ça peut bien être sûr. important. Donc en fait, voilà, c'est pour ça que... De toute façon, tu le dis très bien, tu dis que c'est un coup de foudre, donc c'est que quelque part, intuitivement, t'es attiré très fort par ce secteur-là. Donc tu décides de réitérer, c'est-à-dire que si j'ai bien compris, t'as fait d'autres stages quand t'étais à l'école. Ouais, tout à fait. Alors je sais plus, en 4e année, j'ai dû en faire un aussi. Alors je sais plus si c'était avec l'école ou si c'était moi toute seule qui ai fait un stage. J'étais restée dans la même structure. Voilà, parce que pour moi c'était assez facile. J'avais quelqu'un en plus qui pouvait m'héberger à ce moment-là, donc je suis restée avec eux. Et en fait ça, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment ça que je veux faire, quoi. D'accord. Donc en 4e année, ton choix, il est arrêté. Ouais, il a arrêté, mais compliqué. Parce que en fait, j'apprends que je suis toute seule dans ma promotion à vouloir faire ça, que du coup en dernière année, qui est donc la 5e année à mon époque, je vais sans doute être toute seule. Donc c'est un peu le moment où tu te dis, est-ce que c'est nul et donc personne ne veut y aller? Est-ce que c'est D'accord. méconnu donc personne ne veut y aller? Ou est-ce que je suis bizarre tout simplement et ça me concerne que moi, mais ça veut dire qu'il va falloir que peut-être je me renseigne un peu plus sur moi, quoi. Enfin, c'est un petit peu le moment où tu te poses beaucoup de questions. C'est aussi le moment où quand tu annonces à ton entourage, en fait, je vais pas faire de canine, je veux faire du cochon, t'as des réactions très différentes. J'ai mes parents qui m'ont soutenue. J'ai mes Déjà grands-parents pas mal. qui, tout d'un coup, je passais de la fille prodige, oh, elle va être veto, meilleur métier du monde, à, oh, tu vas t'occuper des cochons, mais attends, quelle honte. T'as certains qui vont rigoler. Enfin, tu vois, t'as différentes réactions. C'est là que tu te dis, mais est-ce que je veux vraiment faire ça? Ou alors plutôt m'enfermer peut-être dans la, entre guillemets, dans la canine. Et en gros, tout le monde va me voir comme quelqu'un de bien. C'est le truc, enfin, classique, faut pas que ce soit dénigrant, quoi, parce que c'est un super beau métier, hein, la canine. Moi, ça me correspond pas, mais c'est un super beau métier. Et de me dire, est-ce que, voilà, j'essaye de faire quelque chose de plus classique et rester dans le cadre? Ou est-ce que j'affirme et dire, en fait, je sors du cadre et je vais faire quelque chose que personne ne fait. Mais il y a deux choses que tu dis, c'est le côté, tu te poses la question, est-ce que c'est méconnu ou est-ce que c'est juste que c'est nul? Moi, je pense que effectivement c'est méconnu. Je peux parler brièvement de ma propre expérience. Moi, j'ai même pas songé 4 secondes à faire ça. C'était même pas dans mon scope. Et pour autant, j'ai travaillé en nutrition équine, parce que moi j'ai fait de l'équine dans l'agroalimentaire et j'étais dans une business unit où il y avait tous les animaux. Il y avait de la volaille, il y avait du porc, et j'ai découvert un monde complètement passionnant. Et je me suis dit, mais enfin, pourquoi à l'école, je me rappelle de mon partiel monogastrique de rente que j'ai révisé la veille au soir en me disant que vraiment ça me servirait jamais. Bon, c'était une erreur. En fait, c'est absolument intéressant et il y a quand même peut-être un déficit à l'école de laisser la possibilité de s'intéresser à ces voies-là. Et l'autre chose que tu dis, c'est que le porc, tu le dis très bien, quand tu t'en parles, les gens rigolent ou alors ils se disent elle va soigner les cochons. C'est un animal qui souffre d'une image assez négative dans l'opinion publique. Hein. Moi, je plaide coupable. Hein. Je dis à mon fils, tu manges comme un cochon à table quand il mange salement. Comment toi, en tant que vétérinaire spécialisé en production porcine, tu perçois cette représentation publique du porc? Et toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de cette espèce? Alors je suis complètement d'accord avec toi, hein. C'est vrai que j'ai eu tous les trucs, hein, vis-à-vis justement du cochon. Oh, tu vas sentir mauvais. Oh les cochons c'est sale. Oh c'est, enfin. Et en fait, ce qui est assez incroyable, et c'est là aussi que j'ai découvert ça, c'est que typiquement en production porcine, on a quand même une certaine avance par rapport aux bovins, par exemple, sur la biosécurité. Pas dans tous les élevages, mais moi j'ai un certain nombre d'élevages, je prends une douche pour rentrer dans l'élevage. On me fournit de l'autre côté tout le matériel jusqu'aux sous-vêtements. Hein. Oui, d'accord. C'est une production tellement organisée, tellement structurée, tellement en gros vraiment tout est connu. Je sais au gramme près quel est le poids du cochon et combien il prend par jour, quoi.
Donc en fait, on a l'impression quand on parle des cochons, moi je vois en a beaucoup qui pensent aux petits cochons dans lesquels tu vas leur donner des croissants, un peu l'élevage des bouseux. Excuse-moi du terme, mais c'est un peu moi l'impression que j'ai eue quand on parlait de l'élevage. Et j'ai dit mais en fait ça n'existe plus ça. Ça n'existe plus. Aujourd'hui en fait on a des élevages qui sont vraiment Très techniques. Très techniques avec des éleveurs. Moi j'en ai beaucoup qui ont un bagage derrière énorme, hein, qui ont fait technicien avant d'être éleveur, qui ont des BTS, qui ont des diplômes d'ingénieur, enfin, ça n'a absolument plus rien à voir, quoi. Hein. Et l'espèce du cochon, et c'est là que c'est très intéressant, c'est que c'est une espèce très intelligente. En fait, aujourd'hui, si tu ne t'occupes pas bien du cochon en termes de bien-être, etc., tu peux pas te débrouiller parce qu'en fait, un cochon, il va retenir tous les mauvais gestes et les bons gestes. Donc, si t'es quelqu'un qui s'en occupe bien, pour les déplacer tout ça, c'est hyper facile. Si tu fais n'importe quoi, ah ben c'est tout de suite la foire dans le panne, quoi. Donc c'est hyper intelligent. Puis alors moi je veux une telle admiration au cochon parce que imagine la truie qui m'ébat quand même 18 porcelets et qui dit rien et qui Tu se me donnes des démerde surfroides, là. J'ai accouché il y a pas très longtemps, tu me donnes des surfroides. et qui se démerde toute seule, quoi. Et en général, un cochon va jamais te dire qu'il a mal. Au moment où il te montre qu'il a mal, en fait, entre guillemets, c'est presque trop tard. Quand tu vois des fois les boiteries qu'ils ont, etc., tu te dis waouh, mais moi j'ai un petit doigt qui va de travers, je suis au lit, quoi. Et eux, des fois, pareil, il y a un coup de grippe qui passe, ils ont plus de 42 fièvres, et ils courent encore partout, quoi. Et c'est là que je me dis, c'est quand même un truc de dingue. C'est des animaux qui ont une telle force en eux, je trouve, qui forcent le respect, quoi. Et contrairement justement à l'expression tu manges comme un cochon, eh ben écoute, le cochon est un animal très propre. Il a sa zone pour manger. Bon, je le dirai plus alors. Sa zone pour manger, sa zone pour faire les déjections, et sa zone pour dormir, et sa zone pour jouer. C'est-à-dire que tu vois très bien dans une case toutes ces zones-là, et justement, si c'est le bordel et que t'en as un peu partout, c'est que l'animal est pas bien et qu'il y a un problème. Oui, d'accord. Alors, moi, j'ai la vidéo, les gens ne l'ont pas, mais t'as les yeux qui brillent quand tu parles du cochon, donc on sent vraiment qu'il y a une admiration et une passion pour cette espèce. Je voudrais qu'on reprenne le fil de ta vie professionnelle. Quand tu sors de l'école, donc tu sais exactement ce que tu as envie de faire, comment tu vas le chercher, ce boulot en porcine, parce que c'est quand même pas, ça court pas les rues comme poste. Alors, ce qui est bien, c'est que justement, vu que je suis toute seule en dernière année, en fait, c'est une année où on me dit, ben écoute, Laurent, on va pas faire des cours pour toi toute seule. Eh ben écoute, on te laisse une année, va faire tes stages, tout ça, et puis après tu passes ton diplôme, et puis voilà, quoi. Donc en fait, j'ai passé une année à faire des stages. D'accord, je savais pas que c'était possible ça. Si. Mais vu qu'en fait, Et la théorie, alors comment parce qu'il y a quand même une partie de théorie qui t'a été fournie ou? la théorie, alors en deuxième année, on a une semaine de port relais, je crois, ou 15 Ouais, jours. c'est ça. Ouais, une semaine, ouais, Voilà. même pas. Moi, Ben, à elle mon est époque, là. c'était même pas une semaine entière, quoi. Eh ben elle est là, la théorie. Et puis Donc après, l'école te fournit rien de plus en termes de théorie. non, après t'apprends sur le terrain. D'accord, ok. Alors, Ok. pour les copier, t'as des. Alors là, j'aime bien citer parce que franchement, Maxime Delsart qui a Alfort là a repris. Alors moi, j'ai pas eu la chance de le connaître en tant qu'étudiante, mais bien après. Et en fait, il fait des polycopiés, des cours, des photos, etc. Assez incroyable aujourd'hui, quoi. Avec un casque pareil de télé, de VR, etc. Donc, je pense que là, c'est amené à changer. Mais quand je suis sortie, ouais, moi, j'avais, ben voilà, ces cours qu'il y avait en deuxième année. Puis après, ben, sur le terrain. T'apprends sur le terrain. J'avais jamais fait une prise de sang à un cochon avant d'arriver en stage. J'avais Ouais. jamais fait une autopsie avant d'arriver en stage. Et en fait, j'ai absolument tout appris sur le terrain. Donc cette année-là, tu apprends énormément de choses par le stage parce que tu mets les mains dedans, en fait. Oui. Ah oui, complètement. Donc c'est là aussi c'est à toi aussi de te manifester et de faire des stages parce que pareil, là dans les stages, si tu veux, alors normalement la dernière année se découpe en 6 mois de thèse, 6 mois de cours normalement, stage, etc. Moi j'avais vu le truc venir, donc j'avais un peu anticipé ma thèse au maximum pour la dernière année avoir un maximum de temps libre. C'est pour ça que tu vois autant en fait de choses sur LinkedIn là, autant de structures. En fait, c'est toutes les structures où j'ai fait des stages. Moi, j'ai été dans des coopératives, j'ai été chez des vétos indépendants, dans des groupes, dans des réseaux. Enfin, j'ai fait un peu
tout type de structure. J'ai été en Bretagne, j'ai été dans la Sarthe, j'ai été dans le Sud-Ouest. Parce que là, pareil aussi, c'est un métier totalement différent. Être vétoport en Bretagne, dans le milieu vraiment des pathologies, on va dire, et être vétoport plus dans le Sud-Ouest. Donc en fait, j'ai fait vraiment tous ces stages-là, donc en moyenne 2 semaines à 3 semaines, pour savoir déjà dans quel vétérinaire je veux être, dans quelle région je veux être, et ensuite dans quelle équipe surtout je veux être. Oui, d'accord. Parce que globalement, je dirais que dans mes stages, alors tout le monde m'a très très bien accueilli. Franchement, quand je vois parfois, je discutais justement de mes stages avec mes collègues qui eux faisaient de la bovine ou autre, ou même de l'équine, et qui me racontaient leurs stages des fois qui se passaient pas très bien ou qui étaient durs, tout ça. Moi, à la fin, j'avais l'impression d'être à Disneyland à côté, quoi. Tout le monde était super sympa. Quand on trouve une passionnée comme ça, on se dit faut pas qu'elle s'enfuit, hein. Faut qu'on la garde. J'avais des horaires, des horaires classiques. Enfin, je veux dire, je faisais pas pied de perce toute la nuit. Voilà, c'était vraiment. C'était vraiment top. Et en fait, c'est cette année-là qui m'a permis de décider et de dire, je vais travailler chez Schenberg. D'accord, donc c'est comme ça que tu arrives au Schenberg. Tu peux nous expliquer un peu comment c'est structuré, ce type de structure qui fait quand même de la production animale de manière poussée? Ouais. Alors en fait, donc c'est un groupe Schenberg, c'est un groupe, c'est pas un réseau, c'est pas. Donc en fait, on fait à la fois du porc, du bovin, de la volaille et du veau de boucherie. Il y a un peu de lapin. Et on a 11 sites répartis sur le Grand Ouest, je dirais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, la grosse particularité, donc on cite tout de suite, on pense à des grosses boîtes notamment qui se montent aujourd'hui avec des rachats cliniques, etc. Alors nous, en fait, c'est 70 vétos, dont 25 vétos associés qui pilotent la boîte. Donc c'est des vétos qui pilotent d'autres vétos. Et puis après, on est une centaine de personnes au total, si tu comptes le secrétariat, si tu comptes tout ça. Donc c'est déjà des belles tailles d'entreprise. Ouais. Et puis en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, tu as la partie donc veto, mais en fait, à chaque cabinet, tu as un laboratoire qui est collé. Donc ça, c'est aussi un peu la force, je trouve, de notre cabinet, c'est que c'est plus facile pour déposer les prélèvements. Pareil, moi, quand j'ai démarré, il y a des fois où j'avais au téléphone, ah ouais, on pense à du strepto, tout ça, et je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je prélève déjà? J'allais voir au labo, tac, 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 Loïc, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je prélève et tout. Attends, tu suspectes ça, alors fais ci, fais ça, fais là. Donc franchement, c'est quand même bien pratique d'avoir justement des gens qui peuvent t'aider comme ça. Pareil, mes premières autopsies, des fois j'avais des doutes. Je ramenais le cochon, on faisait ça ensemble. Voilà. Donc c'est une des grosses forces qu'on a. Tu vois, le fait d'être plusieurs sites et plusieurs équipes et des grosses équipes, c'est que pour l'entraide, c'est quand même beaucoup plus simple aussi, hein. Ouais, bien sûr. Et toi, en quoi consiste, en quelques mots, ton métier? C'est-à-dire, quel est ton rôle au quotidien auprès des éleveurs? Si tu peux nous faire un petit panorama des grandes missions que tu as au quotidien. Ouais. Alors c'est marrant parce que je pense que c'est la question qui est le plus revenue aujourd'hui. De me dire, mais en fait, qu'est-ce que tu fais, Laura, de tes journées, quoi? Mais même mes collègues vétos qui sont en bovine ou quoi, qui me disent, qu'est-ce que tu fais? C'était beaucoup mes parents au début qui me l'a posé, donc j'ai créé un compte Instagram dans lequel en fait je postais des photos de qu'est-ce que je faisais. Donc, je mettais une photo, là je fais des prélèvements, là je fais ci. Et en fait, ça a pris de l'ampleur parce qu'au fur et à mesure, les gens me disaient, suivi, tiens, va voir sur mon Instagram, tac, tac, tac. Et puis en fait, j'ai pu expliquer comme ça. Ce compte, il est encore actif? Ouais, je continue à le Tu faire. peux nous le donner? Je vais le rentrer de suite. Alors, c'est Dr Bacon Girl. J'aime bien les jeux de mots quand même. Et donc, c'est DR-8, bacon comme le bacon et girl comme girl. Je l'ai trouvé. Hop, je suis. Génial. Et donc voilà, l'idée c'est de montrer un petit peu mon quotidien de veto, mais aussi mon quotidien un peu à côté, parce que j'ai pas mal d'étudiants aussi qui ont commencé à me suivre et la question de dire est-ce qu'on peut être veto et avoir une vie à côté, pas mal se la poser, donc c'était aussi montrer que oui, on peut avoir une vie à côté. Mais on en reviendra peut-être dessus. Donc qu'est-ce que je fais au quotidien? Beaucoup de missions. Alors en fait, en tant que vétoport, je dirais il y a deux grosses choses déjà, c'est j'ai la pratique, donc les visites d'élevage, tout ça, et de l'autre côté, j'ai des missions transverses.
ce que tu ne retrouves pas forcément chez tous les vétos. D'accord. Donc la pratique, donc en gros, c'est dans la pratique, il y a 2 types de visites. Tu as les visites d'urgence. En gros, un éleveur qui va appeler le matin, j'ai un problème, j'ai des cochons qui meurent, qui toussent, qui tout ça. Hop, on cale la visite dans la journée. En général, on voit le souci, on traite s'il y a besoin, et puis alors on fait en même temps le tour des lieux pour savoir pourquoi la pathologie est arrivée. C'est des visites qui sont en général assez courtes, entre 1 et 2 heures. Et de l'autre côté, on a des visites, je dirais, programmées, des visites de suivi. Donc en fait, ça sert à améliorer les résultats de l'élevage. Par exemple, un élevage qui, en termes de fertilité, n'est pas très bon, dans ce cas, on va caler un rendez-vous à l'avance. Donc ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à l'avance, tout dépend de ce qu'on veut faire. Et c'est plutôt des visites là de l'ordre de 3-4 heures, durant lequel on discute de cette particularité-là, et puis on peut parler d'autres points également, quoi. Donc c'est des visites où il y a en général pas de mesures d'urgence à mettre dans la journée, mais c'est des choses à programmer sur les jours, les semaines qui viennent. Donc ça donne lieu à des comptes rendus beaucoup plus gros que celui des visites d'urgence, quoi. Ouais, d'accord. Et dans ces différents types de visites, tu as des prélèvements qui peuvent être faits, des prises de sang, des choses comme ça. Mais tu as en fait aussi beaucoup, alors tu as aussi des prélèvements, tout ça. Tu as aussi, on peut faire des mesures de gras, en gros, pour voir si le cochon est pas trop gros, pas trop maigre, pas, voilà. On peut faire, différentes mesures, des mesures d'environnement. Je suis capable de mesurer, voir s'il n'y a pas des courants parasites. C'est-à-dire que tu peux avoir, en fait, suite à des frottements, en fait, de l'eau sur la canalisation, sur du câblage collé à des conduites d'eau, etc. Tu peux avoir du courant qui passe, en fait, dans l'eau, D'accord. et le cochon qui se prend une petite châtaigne. Ouais, Alors, ok. toi, tu le sens pas parce que c'est hyper sensible, et en fait, le groin du cochon est hyper sensible. Donc lui, il va le sentir. Et donc, ça peut le gêner, ça peut donner lieu, par exemple, à un animal qui va pas aller boire, du coup, parce que dès qu'il vient boire, il se prend une châtaigne. Voilà. Donc l'idée, il y a plein de choses qui peuvent être mesurées. La ventilation, voir si on n'a pas des défauts au niveau de la ventilation. Là aussi, c'est pas mal de techniques. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être abordées. C'est toute une partie zootechnique en fait aussi, Ouais. qui diversifie finalement ton activité. Ah oui, de toute façon, tu as besoin de faire un peu de zootechnie en même temps que du sanitaire. Alors après, il y a beaucoup de visites, les visites comme ça de suivi qui se font en binôme. Alors moi, j'aime bien tourner justement avec le technicien qui suit l'élevage, parce que c'est lui qui connaît mieux l'élevage que moi, dans le sens où il y va plus souvent. Et donc la zootechnie, on se la partage aussi. Tout dépend un petit peu de comment il est à l'aise. Moi, j'ai des techniciens qui vont être très à l'aise sur la ventilation. Dans ce cas, j'y vais pas dessus. Puis j'en ai d'autres qui vont pas du tout être à l'aise. Et dans ce cas, je vais prendre le relais. Et puis après, voilà, il y a les missions transverses. Donc les missions transverses, en fait, ça peut être des projets qu'on monte. Par exemple, moi, j'ai eu un projet avec une collègue là pour faire des échographies ovariennes. Alors en fait, c'est un projet que elle a monté à la base pour pouvoir en fait savoir à quel moment les truies viennent en chaleur. Et pour vérifier ça, il fallait faire des échographies ovariennes en parallèle de son appareil. Et en fait, en France, quand ma collègue a démarré ce projet-là, en fait, elles étaient que 2 à savoir faire ça. Et encore, ma collègue, quand elle a démarré, elle tâtonnait. On a été formés du coup à l'étranger ensemble pour pouvoir ramener la technique, etc. On peut être amené en fait à faire plein de choses de mission transverse. Moi, j'adore l'informatique. Donc, par exemple, là, en ce moment, on est en train de basculer sur Microsoft 365. En fait, avec avec 2 autres collègues, je suis en train de travailler dessus pour justement basculer les 100 et quelques personnes sur ce système-là, chacun sur leur ordinateur, quoi. Ok. C'est des missions un peu différentes. Un peu différente, ouais, carrément. Mais qui justement rendent le quotidien aussi un peu différent, quoi. Ouais, je comprends. Est-ce que tu fais beaucoup de kilomètres? Alors moi, je fais partie des vétos qui font pas mal de kilomètres. Ouais, alors c'est pas le cas pour tout le monde, hein, parce que là, je vais te dire, je fais à peu près 3000 kilomètres par mois pour le boulot. Ouais, donc tu fais pas mal de routes. Donc oui, moi je fais pas mal de routes, mais voilà. Après moi, c'est quelque chose qui me dérange absolument pas. J'aime bien justement la route dans le sens où ça te permet en fait de réfléchir à ton cas d'avant, et puis de faire la transition pour arriver dans l'élevage suivant. Ouais, Donc complètement. d'ailleurs, c'est ça que j'avais un peu de mal des fois en canine, c'est que j'étais encore sur le cas d'avant,
et Ouais. l'autre animal arrivait et là tu te dis ah C'est attends. des grosses difficultés en canine, Ouais. hein. Moi, je le raconte souvent, mais je me moquais un peu de mes confrères, consoeurs canins en étant, véto équin et quand j'ai refait de la canine, j'ai réalisé qu'effectivement, tu as pas du tout ce temps, de respiration, de prise de recul et en fait, c'est très intense la canine quand tu as des rendez-vous qui sont collés les uns aux autres, hein, Ouais, effectivement. oui. Mmh. C'est ouais. Et alors que moi, voilà, j'ai plus le temps de switcher entre voilà entre deux élevages. Ça me laisse le temps d'appeler aussi, parce qu'on est quand même beaucoup au téléphone. Le téléphone pour moi c'est un élément essentiel, hein, parce que voilà, alors la téléconsultation n'est pas possible, mais en fait nous depuis qu'on a un téléphone, nombre d'éleveurs qui m'appellent, ouais j'ai une truc à ci, qui a ça ou Oui, tu fais du conseil. Mmh. voilà. On fait beaucoup de conseils en fait, hein, donc beaucoup de gens qu'on a au téléphone. Euh, Puis en fait, c'est un moment, voilà, où ça me permet aussi de couper dans ma journée. Donc moi, ça me dérange absolument pas de faire de la routine. Et quand les éleveurs voient débarquer, une jeune femme, est-ce que, aujourd'hui c'est complètement, intégré comme en bovine où maintenant il y a tellement de femmes que ils te regardent un peu moins de travers? Est-ce que dans la production porcine, on te regarde un peu bizarrement ou avec surprise ou en fait en 2025 c'est complètement accepté? Ah bah écoute, sur le site où je suis à Fougères, on est 5, donc 4 femmes en port. D'accord, Donc moi, ça te donne, donc ils ont l'habitude. je te donne voilà un petit peu la tendance. En fait, aujourd'hui, non, c'est pas du tout un problème. Hein, enfin moi, j'en ai même pas mal qui. Alors j'ai eu souvent les commentaires du non, mais j'aime bien que ce soit une femme parce que vous êtes plus minutieuse, plus travailleuse. Enfin, Tous les stéréotypes on a associés au par contre féminin. un stéréotype, mais pour le coup qui est plutôt valorisant. Valorisant, ouais, ouais, bien sûr. Vaut mieux ceux-là que les autres. Voilà, c'est ça. Après, voilà, comme je te dis, c'est un métier où on a besoin plus de mon intellectuel que de mon physique. Donc, quand il y a des gestes physiques, ben, je me fais aider des éleveurs. Hein. Bien sûr. C'est comme ça. Et puis après, ben, en fait, voilà, ça pose pas problème. Le seul truc qui peut être un peu marrant, et c'est vrai que ça nous est arrivé, hein, c'est bah, comme je te dis, on prend des douches. Eh ben, tu vois qu'ils ont pas tous encore l'habitude d'avoir des femmes en élevage parce que tu te retrouves en sous-vêtements avec des caleçons de garçons, quoi. Ah oui, d'accord. Là, tu Bah dis, oui. ben, tu le mets, mais t'es pas forcément très à l'aise, quoi. Ouais, d'accord. Faut faire évoluer cette partie-là. Voilà, donc après, pour qui ça fait un moment qu'on passe chez eux, tout ça, au bout d'un moment, oh, tu vois des sous-vêtements qui fleurissent, mais tu sens pareil que des fois, il y a pas forcément de femmes derrière ou quoi, donc ils te prennent des trucs, trop petits, ou alors ils te prennent, enfin voilà, c'est assez marrant, mais ces petites anecdotes sympas qui, Ouais, d'accord. Écoute, j'aurais voulu qu'on parle un petit peu, filière. Est-ce que tu peux nous dresser un état des lieux de la filière porcine aujourd'hui en France? Les grands atouts, les grandes difficultés, aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, tout de suite, ça va mieux. Il y a 3 ans, quand moi j'ai commencé, donc moi j'ai commencé à 4 ans, mais donc voilà, il y a 3-4 ans, c'était très compliqué. On a perdu quand même 10% du cheptel truie, parce qu'en fait, le prix de l'aliment était très élevé, le prix des matières premières très Ouais, élevé, et le prix du cochon très bas. d'accord. Forcément, ça se passait pas bien. Euh, Comme après toutes les filières, je dirais, ben, on a le nombre de retraités qui augmente dans le domaine agricole et des jeunes qui derrière reprennent pas forcément. Ou du moins, tu vois, il y a 3-4 ans, j'ai pas mal de mes éleveurs qui disaient à leurs enfants, non, reprends pas l'élevage, quoi. Ouais. Tu vas te planter, enfin, c'est la Le peur de contexte est trop difficile aujourd'hui, quoi. c'est trop difficile et je veux pas te laisser quelque chose où je sais que ça va être trop difficile, quoi. Euh, il y en a qui ont passé cette crise-là, il y en a, voilà, tous ceux qui sont aujourd'hui ont passé cette crise-là. Et aujourd'hui, ben, ça va mieux. Moi, j'ai des éleveurs qui font de nouveau construire des bâtiments, qui font de la rénovation, des jeunes qui s'installent. Certains éleveurs qui avaient dit à leurs enfants il y a 3-4 ans n'y va pas et qui bah, aujourd'hui tu vas en élevage et tu vois le fils, tu dis ouh bah alors tu viens de t'installer, ah bah oui oui c'est prévu dans quelques mois, dans quelques années. Donc je dirais que c'est mieux. Le prix du cochon est mieux payé, le prix de l'aliment est stabilisé. D'accord. Après, voilà, le nerf de la guerre, c'est sûr que des éleveurs, parce qu'en fait, dans l'élevage, tu as 2 types d'éleveurs. Tu as ceux qui fabriquent leurs aliments et tu as ceux qui achètent l'aliment tout fait. Pour ceux qui achètent l'aliment tout fait, ben, c'est toujours un peu tendu parce que ben, ça dépend du prix de l'aliment qui peut varier très vite.
ceux qui fabriquent leur aliment, globalement, ils arrivent à maîtriser le coût alimentaire. Et donc là, c'est quand même plus simple, je dirais, suivant les aléas, suivant ce qui se passe, quoi. Ouais, d'accord, OK. Je sais qu'il y a eu des crises, sanitaires, récentes qui ont impacté, la filière. Tu vas être un peu plus précise que moi. Je crois qu'il y a eu Ogeski, la grippe porcine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé et à quel point ça a impacté la filière? Alors, Ogeski, je pourrais pas t'en parler parce que, en fait, c'était il y a tellement longtemps que moi, je l'ai pas connu, en fait. Ah, je pensais qu'il y avait eu des foyers en 2023-2024. Je crois qu'il y avait eu un foyer, dans un endroit, dans Oui, une. d'accord, c'était pas du tout, Voilà, c'était non, 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 c'était vraiment anecdotique. Non, non, Ogeski aujourd'hui, alors on continue à le contrôler dans les élevages plein air, tout ça. Mais aujourd'hui, enfin voilà, on n'en parle plus, hein. Ceux qui vont t'en parler, c'est les vieux de la vieille, il y a X oui, années, d'accord. voilà. La grippe porcine, alors ça a rien à voir avec la grippe aviaire. La grippe aviaire, c'est une véritable catastrophe sanitaire, c'est vraiment compliqué. La grippe porcine, aujourd'hui, on vit avec, quoi. Ça fait pas de mortalité à proprement dit. Par contre, ça va te placer un meilleur terrain pour des germes secondaires qui vont venir. Donc, ça peut être plus difficile à maîtriser. En fait, c'est difficile à maîtriser parce que voilà, la grippe, c'est un virus. Donc, tu peux pas mettre un antibiotique et hop, tu vas régler le problème. Il y a un vaccin aujourd'hui qui existe, mais on peut avoir des recombinants, des mutants, etc. Donc, c'est pas forcément facile de cibler le bon virus. Mais voilà, aujourd'hui on vit avec et je dirais qu'en fait le plus gros enjeu, et pour l'instant on n'en a pas en France, mais la question c'est pas est-ce qu'on l'aura, mais plutôt quand est-ce que ça va arriver, c'est la peste porcine. Mmh. La fièvre porcine, la peste porcine, après on l'appelle comme on veut, mais qui est présent donc actuellement à moins de 100 kilomètres de nos frontières côté Italie, côté Allemagne. Ouais, d'accord. Donc Donc c'est assez proche. Donc on est un peu chaud, quoi. Et donc aujourd'hui on travaille beaucoup dessus, alors que ce soit en élevage avec les mesures de biosécurité, mais que ce soit aussi au sein de nous du cabinet, on est en train de mettre en place justement une cellule de crise, on va dire. C'est essayer d'imaginer si demain on a un cas, comment gérer cette crise-là au sein du cabinet. Parce qu'en fait on voit bien que alors l'avantage nous d'être un gros groupe comme ça, c'est que on voit nos collègues en relais qui ont vécu justement la grippe aviaire. Et donc, vous pouvez vous préparer, quoi. Ouais, qui nous aide vachement pour nous expliquer comment ça va se passer. En fait, tu vas avoir des vétos dissales, ceux qui vont aller sur des cas positifs, et tu as les vétos propres qui vont continuer à assurer le suivi dans des élevages qui sont indemnes peste porcine, quoi. Donc en fait, t'as toute une logistique à faire, le nettoyage des voitures, c'est voilà. Et donc aujourd'hui, nous au sein de Schoenberg, voilà, on a une équipe qui est en train de travailler sur tout ça pour être. Je dis pas pour être prêt, parce que je pense qu'on n'est jamais prêt pour ce genre de choses, mais pour être le mieux préparé pour ce type d'événement. OK, donc si je comprends bien ce que tu dis, aujourd'hui, on est sur une filière qui est pas confrontée à des enjeux, biologiques, majeurs, on va dire, comme des maladies émergentes ou des risques zoonotiques majeurs. Par contre, on a la peste porcine qui est aux frontières de la France et vous avez le temps de vous préparer à ce sujet-là. Ouais. Alors si, on a quand même quelques zoonoses, mais là pareil, on dit attention, enfin, on prévient les éleveurs à chaque fois dès qu'on détecte maladie zoonotique. Alors tu as la grippe qui est possible. Moi, ça m'est arrivé d'aller dans un élevage 3 jours d'affilée. Le premier jour, c'est la gamine de 4 ans qui était malade. Le lendemain, c'était les truies plus le père. Et le surlendemain, c'était tout l'élevage plus la mère. Alors, on les a pas écouvillonnés, mais peut-être qu'il y a un lien entre tout. Oui, d'accord. Mais voilà, entre guillemets, pour des gens qui ont une immunité correcte, la grippe aujourd'hui en France, que ce soit en humaine, tu t'en meurs pas. Si t'as pas de problème immunitaire, si t'es en bonne Bien santé, sûr. voilà. Pareil, dans les zoonoses, on a le rouget. Là, ça peut te faire des maladies de peau, etc. Bah, tout ce qui est problème de peau, etc. En général, dès que je détecte ça en élevage, je dis aux éleveurs, mettez des gants. Oui, faites attention. Voilà, parce que pareil, la teigne, on a eu déjà des cas où en effet, tu les préviens, le coup, il vient de t'appeler, j'ai tous mes poils de bras qui ont disparu, ça fait un cercle. Puis alors quand il t'appelle, il dit, j'ai été voir le médecin, il m'a mis des L'herpès circiné. Puis je dis, mais pourquoi il t'a mis des corticos? Je sais pas, mais c'est pire, ça me gratte, ça me gratte. Ah oui, mais faut que tu te dises à ton médecin, en fait, que tu as la teigne.
Mais la taille animale, qui n'est pas la même que l'humaine. C'est ça, bien précisé. Donc ça aussi, on fait un peu de prévention en disant aux éleveurs, quand vous allez voir votre médecin, prévenez-le que vos animaux ont telle pathologie pour que derrière, ils puissent s'ajuster au mieux parce que c'est des choses que les médecins voient rarement. Donc forcément, ils y pensent pas de prime abord et ce qui est normal, quoi. Ouais, ouais. Écoute, merci pour cette partie-là. J'aurais voulu qu'on parle un petit peu du bien-être animal. Bon, vaste sujet d'actualité et puis qui est au cœur des débats dans toutes les productions animales. Quelles évolutions t'as observées ou qu'est-ce que tu accompagnes sur cette partie-là avec tes éleveurs? Alors moi, je suis arrivée 1 an ou 2 après mon arrivée. Il y a eu des grosses mesures qui ont été mises en place, enfin des grosses mesures. J'ai eu quelques règles qui ont été mises en place sur la partie bien-être animal, qui aujourd'hui sont obligatoires pour avoir ce qu'on appelle le port français, qui est le petit logo que tu retrouves notamment sur ton jambon au magasin, etc., qui atteste bien en fait que ton porc est bien français, Mmh. est produit en France, et derrière il respecte en fait un certain nombre de règles de bien-être sanitaire, etc. Donc déjà le premier conseil que je peux donner un peu en aparté, c'est si vous achetez de la viande, regardez pas tous les autres logos, c'est surtout celui-là qui c'est vraiment Ouais, ça c'est super intéressant parce qu'on est vétérinaire, mais on est aussi des consommateurs et ouais. c'est intéressant. Et ça souvent voilà, et tous les logos, les gens sont perdus. Prenez juste le port français, le petit drapeau français, et vous êtes garanti d'avoir quand même un maximum de bien-être, un maximum voilà de bonnes choses à ce niveau-là. Donc en fait, en termes de bien-être, on a eu alors les dernières mesures, c'est la lumière en journée, quoi. C'est que les cochons aient de la lumière en journée. Alors c'est pas toujours évident. Alors la lumière au bouton, quoi, on va dire. Ou alors il y en a qui ont des fenêtres. Anciennement, il y avait pas mal de vieilles porcheries qui n'avaient pas forcément de fenêtres. Donc pour cela, voilà, la lumière va être mise en place. Mais aujourd'hui, dans les nouveaux bâtiments qui sont construits, ben, on a des fenêtres qui sont mises en place. Ça fait partie des évolutions, je trouve, qu'on retrouve de plus en plus. T'as tout ce qui est jouet, matériel d'enrichissement. Donc en fait, un certain nombre de jouets à mettre dans les cases en fonction du nombre de cochons. Le type de jouet peut être différent. Il faut qu'il soit consommable. Il faut que voilà, t'as un certain nombre de règles à ce niveau-là. L'eau obligatoire partout aussi. C'est-à-dire qu'en fait, avant, si tu veux, ceux qui étaient en machine à soupe, ils faisaient des repas d'eau. Donc, il disait, par exemple, à tel moment de la journée, il y a X litres qui tombent dans l'eau. Sauf que les cochons n'avaient pas forcément accès tout le temps à l'eau. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, ils sont obligés d'avoir une pipette, un bol, ce que tu veux, mais pour avoir de l'eau en continu, quoi. Et donc, aujourd'hui, si les éleveurs ne respectent pas ça, ben, ils sont pas classés dans le port français. Et en plus, ils ont pas les plus-values en plus. C'est-à-dire que quand tu fais ça, tu as ton cochon qui est mieux payé aussi, quoi. Bien Donc sûr. aujourd'hui, on a quasiment tout le monde maintenant qui est à jour, quoi, sur cette partie-là. Après, les grosses choses qui ont changé aussi, c'est la castration à vif. Je pense que tu voulais peut-être venir sur ce sujet-là aussi. Donc là, voilà, aujourd'hui, pour castrer les cochons, alors en fait, si tu veux, et c'est un peu un combat de titans, cette affaire-là, parce que t'as pas mal de politique là-dedans, ça va plus haut, en fait, que la sphère vraiment animale, hein. En fait, il y avait plusieurs solutions qui ont été étudiées par rapport au pays aussi aux alentours. À un moment donné, ils pensaient pouvoir, tu sais, mettre les cochons sous isoflurane, voilà, les gazer pour les endormir, Ouais. faire la castration. Alors, l'isoflurane, on est d'accord, ce n'est pas un analgésique, mais seulement un anesthésique. Donc pour la gestion de la douleur, il n'y avait pas forcément quelque chose qui était fait. Et puis quand on voit déjà en canine ben, la maintenance qu'il y a à faire sur ce type d'appareil pour éviter les fuites de gaz, Ouais, bien sûr. c'est positionné, voilà, en canine, un sol il est plat, c'est toujours dans la même salle, c'est Oui. un entretien, voilà. Puis imaginez en élevage, Non, au niveau des logistiquement, qualités, c'est tout, c'est tout, tout, tout. invraisemblable, ouais. C'est voilà, et puis en fait, ils ont fait des tests dans certains pays où un tiers des éleveurs finissaient avec des maux de tête. Forcément, ça avait du Ah gaz. oui, parce que tu des fuites de partout, ouais. Donc en fait, nous en France, cette partie-là, on a dit c'est pas possible, c'est pas gérable, voilà. Euh, la question du mal entier. Parce qu'en fait, aujourd'hui, pourquoi on castre les cochons? C'est la première question quand même. C'est qu'en fait, si tu veux, tu as un certain nombre de cochons qui peuvent être odorants. Ça t'est peut-être arrivé d'ouvrir ta barquette de lardon, la faire cuire et tout d'un coup, tu as une odeur d'urine qui arrive, quoi.
Non, Non? ça Ah m'est jamais arrivé et pourtant j'en consomme pas mal, mais du coup, ouais. j'y prêterai attention. Alors, soit ça t'est jamais arrivé ou soit tu l'as pas détecté. Ah et pourtant je suis une psychopathe, tu sais quand j'ouvre, de la volaille, jour de péremption là et que ça commence à avoir une légère odeur alors que c'est pas périmé, j'ai beaucoup de mal donc ça m'étonne que j'ai pas senti un Mais truc pareil mais on n'a pas tous la même sensibilité sur cette partie-là et on le sent pas forcément tous aussi, c'est bien pas sûr. voilà, c'est pas Mmh. forcément tous détectés. Mais voilà et du coup, pour éviter ça et donc une mauvaise expérience au consommateur, la castration a été mise en place. C'est ça quand même l'origine du truc. Donc soit le mal entier, mais du coup, bah, en fait, on a le risque d'avoir ça. D'accord. C'est pour ça que, par exemple, Cooperl, qui eux font quasiment que du mal entier, ou pour éviter cette partie-là, en fait, ont mis en place ce qu'on appelle des nez, c'est-à-dire des personnes à l'abattoir qui vont sentir la viande, en fait. C'est dingue. Donc forcément un odorat vachement poussé, qui pareil, il y a des changements réguliers parce qu'au bout d'un moment, bah, tu sens plus rien. Et donc voilà, ils sentent la viande et c'est eux qui disent, ben celui-là, il sent l'urine, ça dégage, celui-là il passe, voilà. Et donc ça si ça dégage, ça part dans la dans les croquettes ou dans des Ouais, voies ouais. voilà, c'est plutôt la consommation, voilà. Mais c'est quand même du coup une perte quand même, quoi. Oui, bien sûr, puisque du Donc coup, c'est pas valorisé de la même manière. Mmh. voilà, c'est ça. Donc ça, c'était une des solutions et c'était la solution que nous, profession, vétérinaire, poussions, quoi. Parce qu'en termes de bien-être animal, il y a pas mieux sur cette partie-là. Les performances en élevage sont pas mal aussi sur ce type de cochon. Mais là, en fait, c'est les abattoirs qui ne veulent pas. Notamment des gros abattoirs justement, qui font ça, qui ne veulent pas de mal entier, quoi. Parce que ils veulent pas mettre en place des nez, parce qu'ils veulent pas s'embêter avec justement, bah, comment gérer ces carcasses odorantes, comment voilà. Donc en fait, aujourd'hui, c'est un peu un bras de fer justement, avec les abattoirs, enfin avec l'aval justement sur cette partie-là. Donc c'est pour ça que, en attendant que ce bras de fer peut-être un jour finisse par, par donner suite, bah, en fait, on fait la castration avec un analgésique. Donc c'est du Mélovem quoi, qu'on fait au cochon et de l'anesthésique local, donc de la lidocaïne globalement. D'accord. Sauf que ça demande du coup une injection dans chacune des testicules, de reposer le cochon, d'attendre que ça Attendre fasse que ça effet, fasse effet. de reprendre ton cochon, puis après de castrer quoi. Donc pour nous c'est pas la solution parce qu'en fait c'est hyper laborieux. Franchement pour avoir fait des chantiers de castration, en fait tu reprends 2 fois le même cochon. Alors le cochon, faut savoir aussi que c'est quand même un animal très peureux, donc dès que tu le portes, ça crie. Il a pas mal mais il crie quand même, hein. Donc forcément Crier, comme on égorge un cochon, cette expression est ouais, donc, ouais. vérifiée. Ah oui, ça c'est vraiment vérifié, c'est vraiment, pour le coup, ouais, ouais. Donc là, typiquement, quand tu as le cochon, voilà, tu le prends une fois, donc tu le mets en état de stress, tu le reposes, tu le reprends une deuxième fois, je te raconte pas le stress qu'il a, voilà. Puis bon, une injection dans les testicules. Alors j'ai pas de testicules, donc je peux pas attester de la douleur, mais Tu supputes que c'est douloureux. ah ouais, je pense, ouais, déjà nous, quand on nous fait un vaccin, c'est pas forcément agréable. Voilà, après peut-être que la jante masculine aura un avis dessus pour ton podcast, mais voilà. Donc pour nous, c'est une solution transitoire, mais c'est pas une solution définitive, quoi. Ouais, d'accord. OK. Donc voilà. Et puis la dernière chose sur le bien-être, alors c'est alors les truies aujourd'hui en maternité, elles sont bloquées. Elles sont Oui. dans des petites cases, et puis après tu as la case qui est plus grande pour les porceler. Là, il y a eu pas mal de vidéos qui ont été publiées sur ces sujets-là et qui ont fait polémique. Mmh. Exactement. Alors, pareil, moi, j'aime bien revenir toujours sur le pourquoi on fait ça. Parce qu'en fait, faut arrêter nos éleveurs sont des tortionnaires et ils veulent juste, non, non, rien à voir. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, la truie, ça fait quoi? 250, 300 kilos. Le porcelet à la naissance, il fait 1,4 kg, à peu près. Donc si elle l'écrase Donc, autant dire, 300 kilos qui s'assoit, ben, elle a pas non plus, ben, elle peut tourner la tête, mais quand on voit le truc, ben, il y a toujours un angle mort aussi. Si le cochon, il passe derrière et qu'elle s'assoit, ben, que le cochon, même si elle se relève, en attendant, le cochon, il s'est pris quand même 300 kilos, voilà, presque 300 fois son poids sur lui, quoi. Donc c'est quand même quelque chose. Le fait de limiter en fait le déplacement de la truie, ça permet de limiter les écrasés en fait. Oui, Donc c'est pour d'accord. ça que ça a été mis en place à la base.
Aujourd'hui, la génétique a beaucoup évolué. Il y a de plus en plus de génétique dite maternelle. Donc en fait, les truies, voilà, ça n'empêche pas qu'elles vont s'asseoir, mais elles vont, pour la plupart, dès qu'elles entendent pouigner, elles vont se lever, quoi. Par rapport à une époque plus ancienne où les truies étaient un peu moins maternelles et ça pouvait arriver que le cochon gueule et j'en ai rien à faire, j'ai un truc qui gueule derrière mes fesses, mais donc en fait, voilà pourquoi ces cases-là ont été mises en place. Aujourd'hui, des études montrent que le fait de libérer la truie, on peut avoir dans certains cas plus d'écrasés, dans d'autres cas, on peut avoir autant d'écrasés, bloqués ou pas bloqués. Puis après, il y a des protocoles aussi qui disent, par exemple, pendant 2 jours, tu bloques ta truie, puis après, tu libères. Parce que en fait, pareil, à la naissance, c'est un peu comme les bébés humains, ils sont un peu pathos, enfin, tu sais, ils sortent là, tout d'un coup, ouh, qu'est-ce qui se passe? Même s'ils sont de plus en plus dynamiques aussi, là, la génétique mâle a évolué, donc tu as de plus en plus de cochons qui, sortis de la truie, sont déjà prêts à galoper, à les téter, hein. C'est assez incroyable à voir. Et donc, en fait, voilà, le travail de tout ça fait que aujourd'hui, on peut imaginer libérer les truies, sauf que pour faire ça, en fait, c'est un investissement financier, mais considérable. Alors, j'ai plus exactement les chiffres, mais il me semblait qu'une place de maternité classique, c'est autour des 3 000 € et une place dite bien-être, tu montes plus sur du 8 000 à 10 000 €. Ouais, d'accord. Donc c'est pas quelque chose que tu peux faire en claquant des doigts. Voilà. Et puis pour un même nombre de places, imagine tu as une maternité avec 100 places, et ben là, tu peux réduire d'un tiers ton nombre de places. Mmh. Donc, Oui, c'est des considérations économiques et de rente, bien sûr. exactement. Aujourd'hui, on n'a aucune réglementation non plus. Donc, est-ce qu'il faut faire une case de 5, 6, 7 ou 8 mètres carrés? Et les constructeurs, ils te proposent tous les modèles. Ouais. Donc, Et s'il y a une réglementation qui tombe, et que t'es pas dans les clous, tu recommences. eh ben voilà. Donc, en fait, c'est un sujet assez compliqué. Globalement, les éleveurs qui construisent de nouveaux bâtiments, j'en ai quelques-uns, ils partent sur ces types de modèles en se disant, je prends un peu la case au milieu, histoire de me dire, réglementairement parlant, je pense que je dois pas être très loin. Puis on regarde un peu les pays voisins, ce qu'ils font en termes de réglementation pour dire, bon, ce sera peut-être sans doute un peu pareil. Mais voilà, aujourd'hui, je trouve que c'est compliqué de dire aux éleveurs, il faut absolument que tu changes du jour au lendemain, sachant que derrière, le prix du cochon, Ouais, il est pas en hausse, quoi. il est pas trop mal en ce moment, mais il permet pas de faire des investissements comme ça pour tout le monde, quoi. Ouais, donc c'est une problématique complexe. Donc ce que tu expliques, c'est qu'on est quand même au milieu du gué avec une volonté de changement, mais qui aujourd'hui est quand même difficile à mettre en œuvre d'un point de vue économique, quoi. Oui, c'est complètement économique, hein, parce que moi j'ai pas mal à voir qui me disent, mais attends, moi tu me fournis des aides, tu me fais un truc, mais moi je refais un bâtiment, il y a pas de souci, puis je te fais tes cases de bien-être, aucun problème avec ça, hein. C'est vraiment purement économique, hein, donc voilà, c'est un peu le sujet qui est un peu sur la table en ce moment et un peu compliqué par rapport aux jouets où aujourd'hui, voilà, ça a été un investissement financier, mais pas un investissement non plus considérable et donc ça peut être fait et voilà. Est-ce que toi, tu vois encore vraiment des élevages où c'est misère, quoi, pour les animaux? Moi, je peux te donner un exemple, c'est pas de l'élevage, mais quand j'ai fait mon abattoir à l'île de la Réunion, je sais plus en quelle année c'était l'abattoir, peut-être deuxième année, je crois, quand j'étais à l'école. Donc, on parle de ça, c'était peut-être 2008 ou 2009. Les arrivages de porcs, j'en ai un souvenir, mais abominable, quoi. Ils étaient perclus de plaies. C'était vraiment dur à regarder. Est-ce que ça existe encore? Alors, tu vas me dire, ça existe forcément encore un petit peu, ou est-ce que vraiment tu vois quasiment plus? Alors je vais être honnête avec toi, est-ce que tu vois des propriétaires de chiens-chats qui arrivent avec des chiens ou des chats qui sont en mauvais état? Oui, bien sûr. Voilà. Eh ben, c'est en fait la population des éleveurs n'est pas différente de la population française, hein. Tu as des très bons éleveurs, des moins bons éleveurs, des mauvais éleveurs. Après, je dirais que globalement, des élevages où vraiment c'est la misère, heu, j'en ai pas. J'en ai pas et très vite, en fait, ils finissent, en général, quand ça ne va pas, c'est que le bonhomme ça ne va pas non plus. Oui. Et donc en fait, voilà, c'est un ensemble de choses qui font que puis aujourd'hui, voilà, t'as pas mal de numéros d'appel pour des éleveurs en détresse, etc. Voilà, t'as des choses comme ça mis en place. Donc je peux pas te dire que ça n'existe pas, ce serait te mentir.
mais je pense que ça a évolué énormément. Et comme je te dis, en fait, les crises qui sont passées au fur et à mesure, bah, en fait, si ta structure tient pas bien, si t'es un peu entre guillemets pas bon techniquement et si ton Ouais, tu pars avec l'eau du bain, quoi. voilà, c'est ça. Donc en fait, les crises ont juste Nettoyer entre guillemets ce type voilà. de Donc pratique, c'est quoi. ça. Alors après les cochons greffés, alors j'aime bien que tu reviennes dessus parce qu'en fait, moi je fais souvent en fait je prends des groupes d'étudiants, notamment de Nantes parce qu'on n'est pas très loin, pour leur faire visiter des élevages tout ça. Et c'est vrai que des fois ils arrivent, oh dis donc les truies elles sont toutes griffées. Ah non, mais moi je parle pas c'est Mais pas griffé, hein. J'avais des boiteries à pattes cassées. Enfin vraiment, c'était très très moche, quoi. Après c'était post-transport, je sais pas trop d'où ils venaient. La Réunion, c'est particulier aussi, hein, puisque c'est des conditions sanitaires qui sont pas les mêmes qu'en métropole, du moins ça l'était pas à l'époque. Mais on n'était pas sur des griffures, hein. ah oui d'accord, ok. Sur les griffures, voilà, c'est les cochons en fait, t'as quand même une hiérarchie qui se met en place. Donc en fait, dès que tu mélanges des animaux qui se connaissent pas, ils vont se bagarrer en fait. Mmh. C'est inévitable. Alors, on a des choses pour limiter des phéromones d'apaisement, un peu comme pour les chats, tu sais. Féliway pour les cochons. Voilà, on a du fenouil pour les cochons, on va dire, qui peuvent aider, mais ça fait pas tout. Faut qu'à un moment la hiérarchie se fasse malheureusement. Alors après des cochons qui arrivent, alors, nous je vais à l'abattoir faire des contrôles abattoirs de temps en temps. Alors plus je vais contrôler des lots de cochons, mais du coup j'y vais régulièrement. Moi en tout cas les abattoirs dans le secteur que je vais voir, ce que tu me racontes, on le voit plus quoi. On voit Hein, je plus, veux ouais. dire, alors peut-être que tu peux avoir un cochon qui arrive avec la patte cassée parce qu'en fait, dans le camion, malheureusement, il s'est battu, il s'est cassé la patte. Mais en fait, ce cochon-là va être tout de suite mis de côté et euthanasié, en fait. On va pas le laisser faire tout le stade avec une souffrance comme ça, quoi. Hein. Et les cochons, il y a tout un guide de transportabilité qui existe. Donc, typiquement, un cochon qui marche sur 3 pattes, ça part pas. Un cochon qui pose pas la patte, ça part pas. Mmh. Voilà, je veux dire, il y a plein de choses maintenant qui font un cochon avec des blessures, avec des abcès, avec tout ça, ça part pas. Il y a tout un code maintenant et puis les chauffeurs sont régulièrement formés. Pareil, on fait des formations pour les chauffeurs, ça fait partie aussi de mes missions, pour leur expliquer, ben tu vois, tel cochon, ça, tu dis à l'éleveur, ça part pas. Ouais, d'accord. Donc il y a quand même des évolutions positives, c'est ce que tu dis sur la partie, Ouais. bien-être animal. Alors j'ai une autre question qui est un petit peu, liée, en tout cas, pour ce qui concerne les sujets d'actualité. L'élevage porcin, il est parfois pointé du doigt pour son impact, environnemental. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu peux aussi nous toucher un mot sur les différences entre porc plein air et je sais pas comment on dit d'ailleurs, porc, élevé en bâtiment, je sais pas exactement quel est le terme. Mmh. Mais voilà, est-ce que tu peux nous parler de cette partie-là, environnementale? Bah, sur la partie environnementale, alors déjà, il y a toute la partie traitement antibiotique, tout ça qui a diminué. Ouais. Par rapport au rejet antibiotique que tu pourras avoir dans l'environnement, et cetera, ça a rien à voir, hein. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je pense que si tu tapes antibiotiques en production porcine, tu as toujours des graphiques qui te montrent que Mais c'est quoi? C'est sur les 10 dernières, la prise de conscience, elle a quoi? 10 ans? Une dizaine d'années? Un peu plus? plus, elle a plus. Elle a plus, mais j'irais que sur les 2 dernières années parce que jusqu'il y a 2-3 ans, on pouvait retrouver encore de l'antibiotique dans l'aliment. Je veux dire, on pouvait traiter dans l'aliment les cochons. Aujourd'hui, on peut plus faire ça, donc on ne peut plus incorporer d'antibiotiques à l'usine. Donc déjà, ça dissuade aussi pas mal. Aujourd'hui, c'est vraiment à l'antibiotique. Moi, je fais pas mon chiffre d'affaires dessus, hein. Sinon, sinon je finis ruinée, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Voilà, donc sur cette partie-là, ça a bien diminué. Après, voilà, t'as toujours en effet la question des lisiers, etc. Comment faire? Voilà, ils les utilisent pour justement les productions, tu sais, pour leur maïs, pour tout ça là, pour faire une sorte d'engrais, on va dire naturel. Après, voilà, les algues vertes, tout ça, je pense que c'est toujours une actualité, mais t'as toujours un travail quand même qui est fait dessus. Alors, nous, dans le domaine porcin, on a ce qu'on appelle l'IFIP, qui est l'institution en fait qui travaille sur la recherche, on va dire, dans le domaine porcin, qui travaille toute cette question justement d'environnement, de tout ça pour limiter un peu. Dans l'aliment aussi, il faut en sorte de modifier un peu les rations pour permettre une bonne croissance, mais pour peut-être limiter aussi un peu le volume de déjection, la façon de faire. Enfin voilà, t'as pas mal de choses qui sont travaillées là-dessus, quoi. OK, et le porc plein air, il est plus polluant que le porc, enfin la claustration?
Alors là, c'est une question, je saurais pas te répondre. J'avoue que là, je j'ai pas étudié cette partie-là. Après, la question toujours du port plein air ou du bâtiment, quel est le mieux? Moi, je te répondrais qu'il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Parce que en fait, si tu veux, quand on reprend le bien-être animal, c'est quoi? Tu as 5 règles. Ne pas avoir, faim ni soif. Mmh. En bâtiment, ils auront jamais faim et soif. Comme je t'ai dit, l'eau maintenant, il est en continu, l'aliment, ça tombe quand il y en a besoin et cetera. Eh ben, je peux te dire qu'en plein air, quand tu es en plein hiver, qu'il fait -10 et que tu arrives le matin à 7-8 heures et qu'en fait, tu vois que tous tes abreuvoirs sont gelés, qu'il faut casser la glace de tous tes abreuvoirs, je suis pas sûre que pendant la nuit, ils aient eu de l'eau, hein. Ouais. Donc, est-ce que c'est vraiment du bien-être? Après, c'est après, c'est du plein air aussi. Tu peux pas mettre un éleveur toute la nuit, tout le temps à casser la glace, quoi. C'est pas viable non plus. Mais tu vois, en termes de bien-être, pour ça, c'est pas forcément mieux. Pareil, quand il fait super chaud, les canicules qu'on a eues, je peux te dire que l'eau, elle était bouillante, quoi, dans les abreuvoirs. Donc, il faut régulièrement aller tirer les abreuvoirs pour vérifier qu'il y ait de l'eau fraîche quand même qui sorte. Après, dans les règles, t'as quoi? T'as pas, ne pas souffrir d'inconfort. Les cochons, en bâtiment, toute l'année, ils sont à 24 degrés en engraissement, ils sont à 28 degrés en post-sevrage. Enfin, je peux te dire que c'est d'ailleurs un côté plutôt bien pour nous, en tant que véto, c'est qu'on est un peu au chaud quand même toute l'année. Euh, En plein air, eh ben, c'est les aléas de la nature, quoi. Donc, quand il y a le soleil, les coups de soleil, eh ben, les premiers rayons de soleil, c'est compliqué parce qu'il faut apprendre aux cochons à aller au niveau de la boge. Donc, c'est une sorte de trou avec de la terre et de l'eau pour, en fait, se faire une sorte de crème solaire, quoi. Mais au départ, bah, comme nous, hein, les premiers rayons de soleil, souvent, tu chopes un peu les coups de soleil, quoi, hein. Après, tu as toute la partie ne pas souffrir de maladie, et cetera. Ah bah, quand tu as une petite case, c'est beaucoup plus facile de courir après ton cochon malade que d'aller courir quand le champ, il fait, je ne sais pas combien d'hectares, quoi. Donc, en fait, tu vas aller soigner que ton animal qui est vraiment, vraiment pas bien et que tu arrives à courir après. Parce que ça court super vite, un cochon, hein. Je Il veux faut bien te pas croire. croire, mais ça court très vite. Tu as déjà eu à courir après les cochons. Courir plutôt dans le sens inverse, quoi. Quand t'as un cochon qui te court très Charge! Ah ouais, vite. d'accord. Là, tu as intérêt à courir vite. Donc, tout ça pour dire, par exemple, juste ces 3 règles-là, tu vois que c'est pas forcément évident en plein air, quoi. Ouais, d'accord. Par contre, t'as aussi une règle de bien-être animal qui te dit pouvoir exprimer librement le comportement. En plein air, c'est clair que c'est beaucoup plus facile. Ils ont tout l'espace qu'ils veulent, enfin tout l'espace, façon de parler, mais ils ont un espace qui est hyper grand. Ils peuvent, voilà, ils ont de la terre, ils ont de l'air, ils peuvent aller fouiller, ils peuvent, enfin voilà, niveau comportement naturel, il y a pas mieux que le plein air, clairement. Par rapport à un bâtiment, oui, on va t'accrocher une chaîne, on va t'accrocher un bout de bois, mais c'est pas naturel, quoi. Mmh. Donc en fait, c'est pour ça que plein air ou bâtiment, C'est une affaire de compromis finalement par rapport au bien-être animal en fait. Il y en a pas un qui a tous les atouts, par rapport à l'autre. parce que souvent en fait, bien-être animal, les gens restent focalisés sur le comportement. En fait, il y a pas que ça. Ouais, et justement, pour cette partie-là, comment, dialoguer avec un grand public qui peut avoir une vision parfois, caricaturale de l'élevage, porcin qui est quand même ces dernières années pointé du doigt d'un point de vue du bien-être? Comment faire pour, informer et transmettre les bonnes informations? Oh, plusieurs choses, dont je t'ai parlé, donc ma chaîne Instagram où en fait j'ai plein de gens, hein, donc des fois voilà j'ai du grand public qui est dessus, je les invite à me poser des questions, tout ça. Euh, J'invite les gens à visiter des élevages. Moi j'ai plein d'éleveurs qui sont prêts à accueillir en fait des personnes qui sont d'ailleurs accueillent le voisinage, accueillent, enfin voilà. Donc si vous posez des questions, allez voir, renseignez-vous si vous n'avez pas un élevage à côté ou pour aller voir directement et faire votre propre opinion. Et puis ensuite, je dirais, alors moi quelque chose qui m'a beaucoup déçue, j'ai été très choquée même, c'est qu'en fait j'ai pas mal d'éleveurs qui ont des enfants, et qui veulent faire visiter leur élevage, à la classe de leurs enfants, quoi. Ouais. Et en fait j'ai pas mal d'éleveurs qui se sont pris des refus parce que le maître ou la maîtresse d'école n'est pas d'accord sur la façon d'élever les cochons, etc., sans connaître l'élevage, hein. Parce que Mmh. ces gens-là, c'est souvent, ils regardent L214. Ah ben non, mais je sais ce que c'est l'élevage, c'est L214. Ah non, ça n'a rien à voir. Et qui derrière refusent ces visites-là, quoi.
Ouais, d'accord. Mais ça, c'est marrant, c'est un comportement que j'ai du mal à comprendre aussi, même de la part de nos jeunes consoeurs et confrères qui refusent d'aller en abattoir. Et je respecte ce choix, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on n'aille pas voir les choses. C'est-à-dire qu'on n'aille pas constater par soi-même comment ça se passe réellement. C'est-à-dire de partir d'un a priori qui vous est servi par des vidéos ou par une personne extérieure et de le prendre pour argent comptant sans aller vérifier par soi-même. Je trouve ça très dommage. Moi, j'ai un exemple. J'étais contre la chasse à courre, mais je suis allée voir ce que c'était que la chasse à courre. Je suis toujours contre au bout du compte, mais je suis allée voir. J'y suis allée, j'ai fait 2 chasses à courre et j'ai regardé ce à quoi ça correspondait. Et en fait, c'est vrai que c'est ce que tu décris, hein. C'est quand même très dommage que les gens prennent pour argent comptant ce qui leur est donné tout cru dans le bec et qui est pas forcément la réalité, quoi. Tout à fait. Et tu vois, maintenant, ça me surprend plus, mais et j'adore faire ça, hein. Comme je t'ai dit, j'adore transmettre tout ça. Et chaque année, je reçois en général 2 groupes d'étudiants, alors plutôt de Nantes, voilà, pour faire des visites d'élevage. Au tout départ, j'aime bien poser la question, mais c'est quoi vos a priori, de quoi vous avez peur? N'hésitez pas à poser toutes les questions. Alors en plus, j'ai je vais un peu toujours dans les mêmes élevages, que j'ai des élevages qui sont très pédagogues, donc j'aime bien faire les visites avec eux et qui sont très ouverts aussi. Donc c'est hyper important aussi que les éleveurs soient très ouverts pour accueillir vraiment toutes les questions. Alors je briefe jamais les éleveurs, je leur dis vous racontez ce que vous voulez. Moi j'ai aucun problème avec ça, on est là pour discuter, pour débattre si besoin. Et toutes mes visites finissent à chaque fois par waouh, on pensait pas que c'était aussi bien, que c'était aussi propre et que c'était en fait que le bien-être animal était aussi respecté et que en fait euh, parfois quand je vois un peu leur description, alors ce qui était encore plus drôle, je pense, c'est pour ma thèse, j'ai emmené un groupe d'étudiants qui étaient en informatique et en RGPD, rien à voir avec le domaine veto, hein. Donc, il avait vu que des vidéos L214, tout ce qui est circulé sur un réseau. Donc, je leur ai dit, ah non, non, on va aller voir un élevage. Je sais pas. En plus, j'en avais une dans le lot qui était végane. Donc là, tu te dis, je me suis dit, c'est un peu un challenge que je me suis lancé. Voilà, j'aime bien les challenges et les défis. Je me suis dit, mon but, c'est peut-être pas de lui faire changer de façon de consommer, mais de lui montrer ce que c'est réellement l'élevage. Et quand on est revenu de cette visite-là, pareil, ils m'ont tous dit, waouh! Mais en fait, c'est génial. Et même celle qui était végane, bon, elle était toujours derrière, mais elle fait, mais en fait, je comprends, enfin, je vois mieux l'élevage et aujourd'hui, en fait, je vais changer mon discours. Ouais. Je vais Non, plus mais dire, ça je me suis surprend végane pas. parce que le bien-être animal, c'est mal respecté et tout. C'est, je suis végane parce qu'elle avait d'autres convictions et qui lui appartiennent et qu'il n'y a aucun souci. Mais au moins, voilà, les gens ont vu réellement ce que c'était. Et puis pareil, j'emmène pas les gens dans des élevages 4 étoiles où tout est nickel, hein. J'envoie dans des élevages, on va dire, Lambda. lambda, voilà. Mmh. Moi, dans des élevages assez lambda, assez représentatifs, je dirais, de ce que j'ai moi dans ma clientèle, tout ça. Parce que justement, le but, c'est pas de montrer le meilleur ou le pire, c'est de montrer en fait la réalité, quoi. Ouais, je comprends. Et puis, il faut pas oublier que les changements, ils viennent de l'intérieur, ils viennent pas de l'extérieur. Donc, finalement, pour faire changer les choses, il faut les constater, les comprendre, savoir pourquoi elles sont là et avoir un pied à l'intérieur pour faire évoluer les choses. Donc, je te rejoins assez là-dessus. Puis, je suis pas surprise. J'enchaînerai sur un autre point qui est intéressant. On a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est vraiment quel conseil tu peux donner aux consommateurs? Justement, on l'a dit, il y a plein de stéréotypes qui circulent là-dessus. Quand on a envie de bien consommer, alors tu as parlé tout à l'heure du label porc français, c'est ça? Oui. Mais faut faire attention à quoi? Il y a tous ces rayonnages de jambon qui sont roses, pas roses, avec, sans nitrite, etc. Est-ce que tu peux nous donner quelques tips pour qu'on s'en sorte une fois qu'on sera dans le rayon du supermarché? Ouais, alors c'est vrai que j'y suis allée il y a pas longtemps et moi-même j'ai regardé un peu les packaging et là je me suis dit waouh, comment le consommateur fait. Ah bah oui, Euh, je te rejoins. euh, c'est vrai que j'ai fait une vidéo sur mon Instagram pour donner quelques tips. Faudrait peut-être que je la ressorte d'ailleurs de temps en temps. Euh, alors déjà, t'as souvent, moi j'ai entendu ah je vais manger bio, c'est mieux. Je sais pas. Parce que sur cette partie-là, si tu veux, en bio, alors tu as un certain nombre de traitements limités, en effet, sur les animaux. Et ça veut dire que ceux qui ont dépassé le nombre de traitements, qu'est-ce qu'on en fait? On les laisse mourir, on dit Diane que pourra, ou est-ce qu'on le traite et du coup, il est plus en bio, Et quoi. plus, ouais.
Ça pose question, évidemment. Ça pose question. Ça pose question. Alors c'est un débat sur lequel je pense qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse telle à avoir, quoi. Mais c'est juste pour ouvrir en fait cette petite case chez les gens de se dire est-ce que manger bio c'est toujours la bonne solution? Ouais. Tout n'est pas blanc ou noir en fait. Il y a Tout beaucoup n'est plus pas de blanc. nuances que ce qu'on croit. Ouais. Exactement. Nitrite sans nitrite, etc. Alors c'est sûr que en fait on s'est rendu compte que c'est plus vendeur de vendre un cochon rose qu'un cochon gris, quoi. Et quand tu vois le paquet, si tu vois qu'il est un peu gris, premier réflexe, et moi c'était mon tout premier réflexe avant d'arriver à ma filière, c'est de oh putain, il est peut-être périmé ou il a peut-être Bah passé oui, la parce qu'on date. est habitué, on a été habitué au jambon tout rose. Voilà. Bah, en fait non, il est aussi bon que ton jambon tout rose, quoi. Mm. Et par contre peut-être que là aussi il y a un très fort pouvoir visuel en fait, c'est que des fois tu vas voir un truc et tu vas imaginer en fait le goût. Ouais, Donc, mais il y c'est en a, comme le veau anémié. Le veau, on a décidé que c'était blanc. S'il est un peu rosé, tu trouves ça bizarre, quoi. Mm. exactement. Voilà, donc en fait, moi, ce que je conseille avant tout, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le porc français. En fait, le porc français, ça te permet à la fois de soutenir l'agriculture de ton pays quand même, de soutenir l'agriculture française. Je vous invite à regarder les prix. C'est pas toujours les plus chers. C'est même loin d'être souvent les plus chers. Vous êtes garanti au niveau du bien-être animal, tout ce que j'ai énoncé avant, que c'est respecté. Parce que sinon, ils n'ont pas justement l'étiquetage le porc français. La législation française est très très dure. Honnêtement, quand je vois tout ce que les éleveurs ont à faire, les paperasses, c'est incommensurable par rapport à certains cochons qu'on importe d'autres pays, où là, c'est open bar, c'est presque on regarde pas et ça arrive, quoi. Donc, si vous voulez vraiment avoir une traçabilité, avoir vraiment être sûr de ce que vous mangez, c'est vraiment le porc français. Et alors, petite précision, c'est vraiment le porc français ou porc français. Mais méfiez-vous, parce que des fois, j'ai trouvé ça sur une barquette. J'étais très surprise de voir un petit drapeau français. Donc, je me suis dit, oh, c'est bon, ça doit être français. Et juste en dessous, il y a marqué transformé en France. Ça, c'est un grand classique qu'on trouve dans plein d'aliments, notamment le foie gras, etc. C'est un grand classique qui est quand même scandaleux parce que ça perd les consommateurs complètement. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire que ton cochon est produit dans un pays lambda et qu'il arrive et qu'il est abattu en France ou transformé en France. Ou parfois, t'as cuisiné en France. Tu vois. Voilà. Alors ça, voilà, ça faut éviter. C'est pour ça après, vous allez très vite reconnaître. Et en fait, quand je parle du porc français, il y a pareil pour la volaille française, l'œuf français, bovin de France aussi. Enfin, en gros, vous avez ça pour toutes les espèces. Donc, en fait, là, c'est un conseil plutôt général que je donne. Mais en général, voilà. La législation française fait partie des plus dures de l'Europe. D'ailleurs, on est un peu des exemples pour les autres pays aussi sur notre façon de faire l'agriculture française, avec une ferme renommée Cocorico. Donc, voilà. C'est vraiment ce à quoi il faut faire attention. Ok. Très clair. Est-ce que tu vois quelque chose qu'on aurait oublié sur la partie filière et que tu aurais envie d'ajouter? Non, je pense qu'on a fait globalement le tour. Bon, impeccable. Je voulais te toucher un mot, tu en as parlé un petit peu sur ce que tu fais de ta vie perso. Donc, tu as dit que tu avais une grande flexibilité dans ton emploi du temps et que c'était quelque chose que tu trouvais appréciable. Tu m'as parlé beaucoup de la plongée en préparant cet épisode. Aujourd'hui, c'est quand même un critère important de pouvoir avoir une vie à côté de sa vie professionnelle. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette partie-là? Alors voilà, c'est vrai que j'ai une grande j'ai une flexibilité. Grande, c'est peut-être un grand mot, mais en fait aujourd'hui, si tu veux, alors moi je suis au forfait jour, donc je peux faire des semaines à 35 heures comme je peux faire des semaines à 60 heures. C'est, je veux dire, Ça dépend de la charge de travail que tu as sur le moment, en fait. voilà, ça dépend de la charge, ça dépend de la période. Je te cache pas que cet été, quand les éleveurs partent en vacances ou quand le temps est beau, t'as quand même moins de problèmes sanitaires, t'as quand même moins tout ça. Ou alors dès que les éleveurs sont dans les champs, c'est quand même plus relax et là tu fais plus des semaines à 35-40 heures, quoi. Dès que t'arrives sur la période, notamment octobre, novembre, décembre, Où là, c'est un peu plus, quoi. tous les petits virus qui se baladent partout. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Mais voilà, en fait, pour moi, ce qui était important, alors je suis quelqu'un voilà qui ce qui m'a marqué, je pense, le plus, et ça a été en fait un vrai déclencheur. Je remercierai d'ailleurs toujours. Alors je sais plus si c'était ma collègue Sylvie ou ma collègue Anouk, mais je les remercierai toujours. Je me souviens un soir d'être restée, ça faisait quelques semaines, quelques mois que j'étais là, et je voulais absolument finir mon compte rendu. On arrivait sur 20 heures le soir. Et puis, j'ai ma collègue qui arrivait,
il y a toujours de la lumière dans ton bureau. Ah ben, Laura, t'es toujours là? Elle venait de déposer les prélèvements. Je fais, ouais. Elle me prend mon ordi, elle me le ferme. Et là, je lui fais, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais Laura, il est 20h. Là, tu devrais être chez toi, en fait. T'es pas en élevage. T'es en train de faire ton compte rendu. Le compte rendu peut attendre, en fait. Tu peux le faire demain, tu peux le faire après-demain. L'éleveur va pas mourir, personne va mourir. Mais par contre, toi, tu vas être fatigué, quoi. Et là, je me suis dit, waouh. En fait, j'ai toujours entendu parler j'avais cette image, moi, de l'école de les vétos plus âgés, tu vas voir ces bosseurs. Si tu veux être associé, il faut que tu bosses un nombre d'heures incalculable. Il faut toujours plus, toujours plus. Et là, le fait que ce soit une personne qui soit aussi plus âgée, quoi, toutes les deux arrivent sur leurs 50 ans, là, tu dis waouh. En fait, c'est vrai, il est 20h. C'est vrai que en fait, c'est pas grave si je fais pas le compte rendu tout de suite, si je le ferai demain et il y a pas mort d'homme, quoi. Parce que quand on a acquis de l'expérience et qu'on a une cinquantaine d'années ou même avant, on se rend compte aussi qu'on met plus les mêmes choses dans la pile de priorité et qu'effectivement, le monde ne va pas s'effondrer si les choses sont pas faites dans la minute, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est là que je me suis dit, oui, c'est vrai. Puis je suis tombée sur pas mal d'articles, alors de groupes Facebook. Alors moi, si les vétos entendent, mais arrêtez de vous mettre sur tous les groupes. Les vétos sont pas des pigeons et de rester que sur ces groupes-là parce que moi, au début, j'y étais et en fait, je me suis dit, la vie de véto, c'est pourri, c'est nul, on est tous des esclaves. Mais sortez de ces groupes-là parce qu'en fait, à un moment, je pense que quand t'es trop dedans, en fait, voilà. Et je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire dans un club sportif à côté. Il faut que je me trouve une occupation pour me forcer à y aller. Parce que pareil, au début, il y en a plein qui ont des bonnes résolutions. Oui, je vais essayer de faire ça. Puis en fait, qui se font happer par le travail, qui rentrent le soir, 19, 20h, 21h. Oh, je suis fatiguée, je mets Netflix et puis je m'assois. Bien sûr. En fait, pendant que tu mets ton Netflix, t'as le cerveau qui continue à travailler, à penser au cas de la journée, ou penser au cas de demain. Et en tu fait, sors jamais. Et en fait, c'est pas à 20h, 21h, 22h que les clients vont te répondre, parce qu'en fait, eux aussi ont une vie à côté. C'est pas à cette heure-ci que tu vas avoir des résultats d'analyse, parce que les résultats d'analyse sont sortis avant ou après. Mais en gros, c'est pile au moment de la journée. De toute façon, tu auras des réponses à rien, et où en fait, tu vas juste tourner en boucle, tu vas mal dormir, et le lendemain, tu vas arriver avec des cernes comme ça, fatigué, et tu vas être moins efficace. Donc, moi, je me suis forcée à mettre une activité où je savais que c'était tous les jours, j'avais vraiment une régularité et en plus le besoin d'aller au maximum de séances, parce que si tu loupes des séances, après, au bout d'un moment, t'as une différence de niveau avec les autres et c'est plus compliqué. Donc, je me suis mis à la plongée quand je suis arrivée. Voilà. Et en fait, ça a été une vraie libération pour moi. Et je m'en suis rendu compte, c'est que en fait, j'ai été avec mon ex-compagnon d'époque, qui lui est toujours veto canin, et qui pareil, incroyable, dès qu'on arrivait le jeudi, ses collègues qui disaient, écoute, le jeudi c'est toujours un super jour avec toi. Ben oui, parce qu'en fait la veille, il avait bien dormi et puis en fait il était en pleine forme dès qu'il arrivait le jeudi, quoi. Donc en fait, je trouve ça hyper important dans les métiers qu'on a, c'est de trouver une activité, alors que ce soit la musique, le sport, chacun y trouve son truc, où on peut en fait décharger toute cette charge mentale qu'on accumule parce que ça tient lieu de soupape en fait. Ça tient lieu de soupape. On a un métier où en fait l'émotionnel est très présent. Alors je parle là pour toute filière, que ce soit un canine, un bovine, un porc, etc. On est quand même le seul métier où on peut donner la vie où on peut donner la vie et la mort. Même les médecins peuvent pas donner la mort. C'est quand même donc on a quand même une charge émotionnelle qui peut être seul métier patientèle plus clientèle. Exactement. Oui, c'est bien de le rappeler. Donc en fait, c'est hyper important, je pense. Voilà. Et puis oui, il y a des fois je finis tard le soir, il est 21h. Et j'enfile mes baskets et je vais aller courir. Et même si je cours pas longtemps, je vais peut-être courir 20 minutes, 10 minutes. Mais en fait, c'est mon moment à moi et c'est le moment où je peux un peu décharger, déconnecter et oui, et ça m'a, et en fait la plongée, moi, m'a énormément appris à déconnecter. Parce qu'en fait, au début je courais un petit peu, mais pendant que je courais, je continuais à réfléchir à un truc. La plongée, tu peux pas réfléchir à un truc et faire ce que tu fais. Parce que c'est tellement technique, c'est tellement protocolaire que si tu oublies un truc, en fait, ça peut être dangereux. Ouais, bien sûr. Ça reste. Alors, j'aime bien dire que la plongée, c'est pas un sport à risque, du moment que tu respectes les règles. Ouais, d'accord. Et pour respecter les règles, il faut être un minimum concentré, quoi.
Mais je te rejoins là-dessus parce qu'effectivement, tu parlais de la course à pied. Moi, c'est pareil, ça me vide pas du tout la tête, hein. J'y vais parce que j'ai besoin de faire du sport, mais je peux courir 45 minutes en ayant toute ma charge professionnelle qui tourne dans la tête. Donc c'est bien aussi. Par contre, quand je monte à cheval, pas du tout. Parce que comme tu dis, tu es obligé d'être concentré, d'être connecté. C'est bien aussi de trouver des activités qui nous permettent de sortir du professionnel et de se déconnecter complètement et de se reconnecter finalement à soi et à ce qu'on est en train de faire. C'est ça. Et en fait, chacun a son truc. Tu vois, aujourd'hui, je fais aussi de la course à pied en parallèle. Maintenant, j'arrive à déconnecter en course à pied parce que des fois, je me mets des séances tellement dures qu'en fait, je me concentre sur ma douleur et que pouf, j'ai tellement mal que j'ai pas le temps de réfléchir à ce qui va pas, quoi. Moi, je suis obligée de me mettre un podcast pour déconnecter en course à pied, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est ça. Je pense que chacun peut trouver un sport, la musique, ce qu'on veut, hein. Ça, et c'est là que c'est important aussi de se connaître soi-même, de savoir qu'est-ce qui nous procure en fait cette dopamine et nous procure en fait cette déconnexion pour pouvoir être bien. Et j'encourage vraiment tous les vétérinaires et encore plus, je dirais. Alors moi, ça me concerne pas, mais peut-être que toi, Marine, tu vas pouvoir en témoigner. Mais quand t'as des enfants aussi, t'as un deuxième boulot à temps plein, quoi. Ça va complètement. Donc en fait, t'as une deuxième charge mentale qui est différente. Donc en fait, c'est hyper important d'avoir toujours quand même un temps pour soi. Des tout petits moments pour ça. Ce qui est très très dur quand on a du boulot et des enfants, mais effectivement, c'est un peu la clé de la survie. Même si ça va être peut-être raccourci, même si je vois j'ai une amie aussi qui là me dit faudrait que je me remette à courir avec mes enfants tout ça. Les enfants, il y en a un qui a 5 ans, elle me dit il prend sa trottinette pendant que moi je cours à côté, quoi. Moi, je suis sûre de l'avoir à côté et puis en fait, je suis dans mon moment finalement, même si parce que je sais qu'il va suivre et puis même dès que son mari est là, c'est lui qui s'occupe des enfants. Enfin, c'est important, je trouve, d'avoir quand même toujours un moment pour soi. Ouais. Et de le faire remonter dans la pile de priorité, hein, parce que en fait, le problème c'est que si c'est tout en dessous de la pile de priorité, t'auras jamais le temps de le faire. Si tu le fais remonter dans la pile de priorité, oui, ça rognera peut-être sur la fin d'un compte rendu, quelque chose que tu devais faire, mais au moins tu prends ce temps-là pour toi. Écoute, merci pour cette partie-là plus un petit peu moins pro. L'interview arrive à sa fin. J'ai une petite question qu'on pose à tous nos invités. Quelle phrase, citation ou maxime t'accompagne dans ta vie professionnelle? Alors, j'ai réfléchi à cette question vu que tu m'as Oui, bien sûr, on l'envoie avant. Ce qui est marrant, c'est que moi j'utilise aussi pas mal ChatGPT, donc je lui ai demandé est-ce que tu as une phrase pour moi qui peut me représenter avec ce que je te dis, etc. Et une des phrases qui est sortie, et je me suis dit, c'est dingue, c'est une des phrases quand même à laquelle j'avais quand même pensé et qui représente à la fois mon pro, mais en fait aussi mon perso. Incroyable que ce soit, c'est ta seule limite, c'est toi-même. Et alors, je sais pas si tu sais d'où ça vient. Pas du tout. Je la connais, mais pas du tout. C'est Pierre de Coubertin. C'est le même qui a dit qu'en gros, l'important c'est de participer et voilà. Et donc l'important c'est pas de gagner, mais de participer. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai trouvé cette phrase géniale parce qu'elle est déjà très courte. Donc très facilement tu t'en souviens. Et en fait, c'est totalement vrai, hein. Aujourd'hui, je pense qu'avec notre diplôme, on peut faire ce qu'on veut. Et en témoigne ce podcast. Hein. Ouais, on peut faire ce qu'on veut. Et en fait, souvent, c'est nous-mêmes qui nous mettons notre propre limite. Même comme tu dis, justement, juste avant, on parlait du perso, là. En fait, si tu vas pas aller faire ton sport, c'est parce que c'est toi qui te l'interdis, parce que tu te dis, je vais passer sans priorité, machin. Mais en fait, c'est à toi de dire, en fait, ce moment, il est pour moi, ou c'est à toi de dire, moi, je veux faire tel métier, donc je le fais. Parce que voilà, au moment où je suis passée en port, je me suis mis une limite en me disant, ah ouais, mais que vont dire les gens, que si machin. En fait, c'est moi qui me suis mis toutes ces limites-là. En fait, c'est pas les gens qui m'ont dit, non, mais Laura, fais pas ça parce que. Donc, voilà. Pour moi, j'aime beaucoup cette citation. C'est une chouette manière de conclure. C'est vrai qu'elle te ressemble, cette phrase. Comment on peut te contacter, nos consoeurs, nos confrères qui seraient intéressés pour discuter et échanger avec toi sur la porcine? Écoute, il y a plein de moyens. Je dirais que il y a mon Instagram. Pour ceux qui ont Instagram, ça peut être un moyen un peu facile. Sinon, après j'ai LinkedIn, voilà, qui peut être possible également. Voilà, je dirais c'est déjà pas mal. Je pense que tout le monde trouvera un point d'entrée via Instagram ou LinkedIn.
Bah écoute, merci Laura d'avoir partagé avec nous ton expérience et ta passion pour la filière porcine. Tu nous as permis de mieux comprendre sa spécialité méconnue. On y revient, on en a parlé au début, mais c'est clair que c'est beaucoup trop méconnu, alors que c'est une des facettes du métier. Donc je suis contente qu'on l'ait mis en lumière aujourd'hui. Et on sent que tu as un enthousiasme communicatif. Là, j'ai presque envie d'aller faire du porc, je t'assure. Et j'espère que ça donnera envie à nos auditeurs et à nos auditrices de s'intéresser un peu plus avant à la filière porcine. Et puis, tu l'as fait exactement comme tu aimes, en transmettant et en donnant envie. Donc, pour ça, merci. À bientôt, Laura. À bientôt, Marine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.